Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas d'être aujourd'hui. Donc je vous ai, comme l'usage le veut, j'ai écrit un petit discours. Et puis peut-être qu'on aura un temps d'échange d'ailleurs ensuite avec la salle si vous avez des questions à me poser. Mesdames et messieurs, chers industriels, surtout chers industriels, chers élus et représentants de l'État, chers partenaires, chers amis de la vallée de la Larve. C'est pour moi un véritable plaisir, c'est un honneur quand j'étais appelé. Sarah Tologna, déléguée territoriale qui m'a demandé de venir représenter BPI France pour cet événement. J'ai été très honoré. Et s'il avait pu venir, c'est Nicolas Dufour qui sera à ma place aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent, vous connaissez son attachement pour l'industrie française, pour sa motivation et son énergie qu'il déploie sur le sujet. Donc voilà, je vous passe ses amitiés. Et il pense à vous à l'heure qu'il est. Alors moi, je ne connaissais pas le Cimodec, je n'étais pas encore venu, mais mes équipes m'en ont beaucoup parlé, les équipes en local. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est que ce n'était pas uniquement un salon. Que c'était surtout une vitrine, enfin que c'était pas seulement une vitrine de splendides machines, que j'en ai vu quelques-unes en arrivant ici, que c'était pas simplement une vitrine de solutions, de technologies toujours plus innovantes les unes que les autres, que c'était surtout un moment, et un moment assez rare pour la région et le département. Et c'est un moment où il y a toute une filière qui se rencontre, qui se parle et qui confronte ses idées et qui parle surtout des actualités. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et c'est un moment où on met un peu tout sur la table. Les doutes, on en a quelques-uns. Les réussites aussi. Et puis surtout les transformations profondes que les temps modernes nous obligent à travailler. En bref, c'est un peu comme une grande réunion de famille. Celle du décolletage. Et quand je dis réunion de famille, c'est pas un mot à la légère, puisque j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous, dans cette salle, dans ce salon, beaucoup d'entre vous se connaissent déjà depuis longtemps, depuis très longtemps même, 2 voire 3 générations. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, ils se reconnaissent assez facilement, hein, puisque vous partagez tous cette même culture industrielle, cette même exigence du travail bien fait. Et puis surtout, et là aussi j'ai encore pu le ressentir ce matin dans nos interactions, cet attachement très fort à ce territoire qui, il faut bien le dire, est exceptionnel. Vous avez de la chance. Je suis sorti là, il y a 5 minutes prendre des photos. Vous travaillez dans un territoire exceptionnel. Vous avez un terrain de jeu assez extraordinaire. Moi, je donne sur la Marne, quand je regarde de mon bureau, ce qui est plutôt joli. Mais j'avoue que je vous jalouse un petit peu. Alors le décolletage, vous le savez mieux que quiconque, mieux que moi d'ailleurs, c'est la haute couture de la mécanique. Et dans le train hier, j'étais en train d'essayer de trouver une expression qui pourrait coller à ce qu'est le décolletage dans la vallée de l'Arve. Et je me suis dit que ça ressemblait bien au Yves Saint-Laurent de l'industrie. Voilà, donc je vous le dis, vous êtes le Yves Saint-Laurent de l'industrie. Et c'est quoi le décolletage? C'est finalement la fabrication de la pièce qu'on ne voit pas, la pièce qui est invisible, mais qui est indispensable. C'est celles qui font rarement la une des journaux, il faut bien le dire, sans laquelle rien ne fonctionne. Il n'y a pas d'avion qui décolle, il n'y a pas de dispositif médical fiable, pas de véhicule sûr sans elle, pas d'industrie moderne. Et le poids économique, là aussi j'ai fait mes petites enquêtes sur ce que représente le décolletage, est assez considérable. Vous représentez collectivement 400 entreprises, près de 10 000 emplois, et 10 000 emplois directs, un marché qui est proche de 2 milliards d'euros et dont 70% sont concentrés en Haute-Savoie. Autrement dit, si je veux prendre une image qui est plutôt d'actualité, puisqu'on sort des JO et on rentre dans les JO paralympiques, si le décolletage était un sport, sans doute que la vallée de l'Arve serait championne du monde, ou en tout cas serait sur le podium avec une jolie médaille. Et ça, c'est depuis longtemps et sans doute encore pour très longtemps. Mais derrière ces chiffres, il y a surtout des femmes et des hommes, des PME, familiales pour la plupart, fiers de leur savoir-faire. Et des dirigeants qui pensent en décennies. On parlait toujours tout à l'heure du long terme, de la vision stratégique à long terme. C'est le cas des PME et des ETI qui sont dans ces territoires. Et des équipes qui perpétuent le geste, qui innovent régulièrement, qui investissent, qui transmettent.
Donc vous êtes une filière d'excellence et une filière, c'est un mot que j'ai aussi entendu tout à l'heure, de résistance, voire de résilience. Mais si on se dit les choses, 2025 n'a pas été une année que de plaisir. On a vécu, vous avez vécu des baisses de commandes dans certains secteurs, des baisses de commandes qui ont pu aller jusqu'à 30%. Une pression permanente sur les prix, des tensions sur les marges, la hausse de certains coûts. Et dans beaucoup d'ateliers, il a fallu agir vite. Réduire l'intérim, recourir au chômage partiel, décaler des investissements qui pourtant vous aviez jugé nécessaires. Et puis à tout ça s'ajoute le choc de l'automobile, la grande bascule, l'électrification qui réduit drastiquement le nombre de pièces. Là aussi, j'ai fait mes recherches. Un moteur électrique, c'est 8 fois moins de pièces nécessaires qu'un moteur thermique. Donc pour une filière comme la vôtre, qui est historiquement liée à l'automobile, on le sait, c'est évidemment un choc que vous subissez maintenant depuis quelques années. Mais un choc qui ne vous a pas fait sombrer. Au contraire, vous avez piloté dans la tempête, je peux le dire, avec précision, agilité et sang-froid. Et nous, qui sommes au quotidien en contact avec les banques du territoire, qui travaillent toutes avec vous, on peut apprécier ce qu'elles nous disent. Quand on parle avec elles de la filière du décolletage dans la vallée de l'Arve, ce qu'elles nous disent, c'est que finalement, malgré tout ce que l'on vit, elles constatent assez peu de défauts. Elles parlent de gestion exemplaire de la part des dirigeants et elles parlent d'une capacité unique à ajuster les coûts sans abîmer l'outil industriel. C'est sans doute une de vos forces, cette capacité à vous adapter très très vite au monde qui nous entoure. Et si je prends une image peut-être un peu plus maritime, on va s'éloigner des montagnes et on va aller vers l'eau. On pourrait dire que les industriels du décolletage, ils savent adapter leurs bateaux en pleine tempête et qu'ils changent les voiles, y compris en plein vent. Et vous l'avez encore démontré en 2025. Alors 2026, là aussi, on a échangé sur le sujet il y a quelques instants. On peut dire qu'elle démarre sous de meilleurs auspices. L'aéronautique redécolle, les cadences remontent un peu, les carnets de commandes se regarnissent, et Airbus nous a annoncé la livraison d'un certain nombre d'avions. Là, ils ont livré 800 avions l'année dernière, et ils ont augmenté leur cahier des charges pour l'année qui vient. Donc tout ça sont des signaux assez positifs. La dynamique autour de la défense, on en a parlé aussi avec un certain d'entre vous, qui devra être un moteur de relance. Cette industrie qui exige une grande technicité, une grande capacité à produire en grande série. Et ça, c'est vraiment sans doute une des capacités que vous avez, vous, en tant qu'industriel, pour une grande partie de l'automobile. Des compétences donc que vous avez et qu'il faut maintenant... on va dire qu'on va attendre que les commandes arrivent sur la défense. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais l'ambition a été affichée. Et on peut tous espérer qu'à un moment ou à un autre, cette filière se concrétise par des commandes fermes. Alors le Cimodec, comme toujours, comme vous en avez l'habitude, il servira de thermomètre industriel pour vous. C'est ici un endroit où ça discute aussi beaucoup, où vous conditionnerez sans doute une grande partie de l'activité de l'année. Mais on va, entre nous, rester lucide. On sait que le chemin n'est pas terminé, on sait que les marges restent sous pression. On sait que certains approvisionnements sont encore fragiles. Et on sait surtout que la concurrence internationale s'intensifie fortement. Bon, on va donc attendre aucun miracle des mois qui viennent. Mais en tout cas, peut-être, si on est un peu optimiste, des perspectives dans ce monde qui change. Alors ce monde qui change, bon, il change beaucoup, il change très vite. Il se bipolarise. On a deux mondes autour de nous, on a les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Bon, aux États-Unis, on vit ça au jour le jour, avec les Trumpitudes, avec ce protectionnisme qui a repris ses droits, avec une industrie qui mise maintenant sur sa souveraineté, sa relocalisation, sur ses chaînes d'approvisionnement sécurisées. Donc on a des Américains qui maintenant encouragent la production massive, mais surtout domestique. Ce qu'ils recherchent quand même, quand nous, on va les voir, on a plusieurs délégations qui partent aux États-Unis, enfin partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis.
Ce qu'ils nous disent, c'est que oui, ils prônent l'activité domestique, mais que ces grands donneurs d'ordre qui fabriquent aux États-Unis ont besoin d'animer leur chaîne de valeur. Et que pour ça, ils sont à la recherche, et ce sera de plus en plus vrai, de partenaires fiables, de partenaires rapides, proches et surtout sûrs géopolitiquement. Et peut-être que là, nous en Europe, particulièrement en France et ici en Haute-Savoie, on a une carte à jouer. De l'autre côté, il y a la Chine, qui est dans une logique tout autre, qui est celle dans l'expansion très agressive. Vous le vivez dans votre chair. On le vit partout dans tous les secteurs industriels. Hein. Le monde industriel est déstabilisé par cette vague jaune là, qui déferle. Une production de masse, une surcapacité, un soutien public massif. Ils ont quand même une économie qui est totalement subventionnée. Une conquête sur tous les segments, et y compris sur les plus techniques. C'est fini le monde où les Chinois copiaient moins bien que nous. On est maintenant dans un monde où les Chinois savent très bien faire, et sont très agressifs. Et ils sont en surcapacité, donc là aussi, quand on leur parle, pour eux, d'abord, c'est une fierté de réussir l'expansion de la Chine. Fierté, c'est un mot très important, et je crois que c'est un de leurs moteurs. Ils ont des choses à prouver au monde. Ils ont des choses à se prouver à eux-mêmes. Et ce qu'ils disent très ouvertement, et sans aucun complexe, et d'ailleurs pour eux, il n'y a aucun problème, c'est que l'Europe, pour eux, est un terrain de conquête. Voilà. Il y a de la consommation, il y a des opérations à aller chercher, il y a des opportunités à saisir, et ils ne vont pas s'en priver. Voilà, donc ça, c'est le monde qui nous entoure. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que la bataille des prix, elle est perdue d'avance. C'est pas sur ça qu'il va falloir qu'on se batte, c'est pas d'ailleurs votre terrain. Votre avantage à vous, si on les cite, c'est la précision, c'est la qualité, la traçabilité, la capacité d'ingénierie, et puis les séries complexes et critiques. Et donc dans ce monde instable, la valeur va prendre de plus en plus le pas sur le simple coût. Bien sûr, le tarif est important, on le sait, on perd des affaires pour ça. Mais la valeur de ce que l'on va vendre va prendre de plus en plus d'importance dans ces relations-là. Et vous êtes des producteurs de valeur. Et alors, pour le rester, il va falloir qu'on affronte collectivement de grands défis. D'abord, le premier, c'est la diversification. Là aussi, on en parlait régulièrement ensemble. Ça devient une nécessité vitale. C'est un mouvement que vous avez enclenché déjà depuis quelques temps, mais qu'il va falloir intensifier. L'automobile représente 45% de votre activité encore aujourd'hui. Ça a été longtemps une force. Ça peut devenir maintenant une faiblesse. Donc il faut qu'on travaille les relais de croissance. Les relais de croissance, on en a cité quelques-uns ce matin, même s'ils ne font pas tout, ils existent ou ils vont exister. C'est l'aéronautique qui repart, je l'ai dit. C'est le spatial, c'est la défense, dont on attend maintenant les commandes. C'est l'énergie, ce sont les mobilités nouvelles, l'électronique, le médical qui se développe de plus en plus. Que des marchés qui exigent en fait certification, qualité extrême, investissement dédié. Et c'est peut-être là-dessus qu'on a collectivement une carte à jouer. On pense chez BPI France que c'est la bonne direction. Diversifier, c'est finalement le fait de prolonger notre histoire, votre histoire. Et ça doit commencer maintenant, ça doit être maintenant qu'on intensifie le mouvement. L'autre défi, ça va être celui de se consolider pour gagner en compétitivité. Quand on regarde donc la photo d'aujourd'hui de votre filière, c'est 400 entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé. C'est donc une filière qui reste encore très atomisée, avec une taille d'entreprise relativement modeste. La consolidation, dans ce cas-là, il faut juste accepter que ça n'est pas une menace. Il faut juste accepter d'ailleurs que ça n'est pas une fatalité non plus. C'est juste un levier stratégique. Et acquérir la taille critique, c'est pouvoir, mais on le sait tous, j'enfonce des portes ouvertes quand je le dis, investir davantage. Quand on est plus gros, on est plus fort, on est plus solide. C'est exporter plus, c'est innover plus vite. Et c'est recruter aussi les bons talents. C'est un mouvement qui est déjà engagé. Et d'ailleurs, on le constate, nous, dans les dossiers qu'on reçoit tous les jours à la délégation territoriale d'Annecy, on a de plus en plus de dossiers de transmission, de reprise de titres qui sont sur nos bureaux. Ça veut dire que ça bouge.
Ça veut dire que le mouvement de consolidation est en train de s'opérer, que certaines entreprises rachètent d'autres boîtes, quelquefois un peu moribondes. Ça ne doit pas être le seul cas où on fait de la consolidation. Il faut maintenant qu'on se parle entre nous et qu'on essaye de constituer des corps qui amènent tout un continuum de valeurs pour être un peu plus fort dans les années qui viennent. Un autre défi, ça va être celui de l'export. Alors ça, c'est un terrain de jeu que vous connaissez bien, parce que quand on regarde l'export dans la vallée de l'Arve, c'est 30% de votre activité. C'est ce qui est remarquable par rapport à ce que l'on voit dans la moyenne de l'industrie française. Donc demain, l'idée, c'est pas seulement de faire plus, ça va aussi de faire mieux. Là aussi, nous, on a une grande direction de l'export qui tous les jours accompagne des entrepreneurs comme vous. Et on le voit, en fait, le grand défi, ça va être surtout de sécuriser cet export. Sécuriser les paiements. On est quand même dans un monde incertain. Et sécuriser ces paiements ne doit plus être une option. C'est aussi structurer des réseaux commerciaux, se faire accompagner pour savoir où aller chasser et avec qui travailler, pour aller chercher la valeur là où elle se trouve. C'est comprendre les normes locales. Voilà, on ne parle pas avec un Chinois, on ne parle pas avec un Indien de la même façon qu'avec un Américain ou qu'un Africain. C'est comprendre, c'est anticiper le risque géopolitique. Ce n'est pas toujours évident. Et puis c'est surtout maîtriser les coûts logistiques. Tout ça, nous, on peut vous aider à le faire. Et il y a un grand nombre de partenaires, d'ailleurs, autour de la TFE qui sont amenés à pouvoir vous aider. Ce qui me permet d'ailleurs, je parlais de taille critique d'entreprise, du fait d'exporter, du fait d'innover. Quand on fait des études chez BPI France, et on en fait maintenant depuis très longtemps, il y a toujours un portrait robot de l'entreprise qui performe toujours un peu plus que son marché qui ressort. Et les 4 grandes caractéristiques de cette entreprise qui surperforme par rapport à son marché, elles reviennent toutes et elles sont toujours les mêmes. La première, ce sont des entreprises qui, globalement, ont une taille moyenne, minimum de 100 salariés. C'est-à-dire atteindre une certaine forme de taille critique, confère ce que je vous ai dit sur la consolidation. Le deuxième, ce sont des entreprises qui exportent plus que la moyenne. Elles mutualisent leurs risques et elles vont chercher des marchés partout dans le monde. Le troisième, c'est qu'elles innovent. Elles consacrent une grande partie, une bonne partie en tout cas, de leur chiffre d'affaires à la R&D. Et le quatrième, qui a pointé le bout de son nez depuis ces quelques mois, ces quelques dernières années, c'est celle aussi qui intègre les enjeux climatiques dans leur modèle de affaires. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça fait partie des discours que nous, on tient tous les jours auprès de nos industriels. Considère encore qu'il n'y a pas assez d'innovation, qu'il n'y a pas encore assez d'export, qu'il n'y a pas encore assez de consolidation. Et on se bat tous les jours, à vos côtés en tout cas, pour vous aider à prendre ce chemin-là. Sur la partie climat, là aussi je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on le sait, l'industrie, elle pèse 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un fait. Donc la transition, on le sait, c'est plus une option, hein. Elle s'impose à nous tous, d'ailleurs pas seulement dans l'industrie. Et elle s'oppose à nous tous, pas seulement parce qu'on considère qu'il faut qu'on se sauve nous-mêmes ou qu'il faut qu'on sauve nos enfants, elle s'impose à nous parce que les grands donneurs d'ordre le demandent maintenant. Dans les marchés aujourd'hui publics, c'est demandé, c'est imposé. Les salariés le demandent. Quand on parle d'attractivité des employeurs vis-à-vis des salariés, si vous n'êtes pas une entreprise vertueuse sur le sujet, vous aurez de plus en plus de mal à attirer des talents. Les clients le demandent. Les banquiers le demandent de plus en plus. Nous, on challenge de plus en plus nos clients sur ce sujet-là. Les investisseurs le demandent. Demain, si on ne se met pas en transition, si on ne se décarbone pas, si on n'affiche pas un plan stratégique construit autour de ça, eh ben on n'embauchera plus, on n'aura plus de clients, on n'aura plus de prêteurs, on n'aura plus d'investisseurs. Mais ça, on le sait, et c'est pour ça qu'il faut qu'on avance. Et pas seulement parce que c'est une contrainte, nous, on est plutôt dans l'idée de se dire, faisons de cette contrainte une opportunité. Et cette contrainte, elle peut devenir un avantage concurrentiel, bien mené, et nos études le montrent aussi, et toutes les actions qu'on mène autour du climat le montrent, elle permet de réduire la consommation, donc la facture. Bien menée, cette transition, elle accompagne souvent la modernisation de vos machines. Donc, plus de productivité, plus de performance, plus d'économie. Elle permet de certifier vos process.
Elle permet de vous différencier commercialement. C'est en tout cas chez nous un axe majeur de notre stratégie, hein, vous l'avez compris. Et on a autour de ça construit un certain nombre de diagnostics, de prêts verts, de garanties vertes, de financement, d'accompagnement structurant. Bref, on a construit toute une boîte à outils pour vous aider à appréhender ce sujet qui est par nature complexe et qui est au long cours. J'en profite d'ailleurs, puisque j'ai le micro, pour faire un petit message publicitaire. Voilà. Chez BPI France, nous allons sortir dans quelques jours le prêt équipement vert, qui est un prêt pour accompagner le verdissement de vos actifs industriels qu'on a construit avec l'Europe et qui sera un prêt bonifié. Donc voilà, vous pourrez venir voir Sarah demain et elle pourra vous expliquer comment tout ça fonctionne. Mais si on peut vous aider à moderniser votre outil de production, à accompagner votre électrification à moindre coût, on le fera avec grand plaisir. Alors pour affronter tous ces défis, il va falloir qu'on avance ensemble. On ne vit pas une crise tous ensemble. On vit finalement une grande mutation. Et vous l'affrontez avec votre technicité, qui est incomparable, avec votre capacité d'adaptation, j'en ai parlé, et puis avec cet ancrage territorial qui est inébranlable. Et le décolletage, ce n'est pas un petit métier de montagne. C'est une industrie stratégique pour la souveraineté française. Donc la France va compter sur vous. En contrepartie, il faut qu'on compte sur elle. Et il va falloir que les politiques publiques s'améliorent dans leur stabilité et dans leur lisibilité. Il va falloir qu'on obtienne des réponses sur des questions qui ont été ouvertes, là, notamment ces derniers temps. Des questions sur la fin du thermique. Est-ce que c'est repoussé, pas repoussé? Comment ça va marcher? Des questions sur les dispositifs d'aide à l'industrie. Le ministre en a touché deux mots, mais il va falloir qu'on ait maintenant des réponses fermes, précises en tout cas sur le sujet. Des réponses sur les priorités industrielles de l'État, voire de l'Europe. Et des réponses sur la place de la défense dans la stratégie nationale. Un sujet qui, malheureusement ou heureusement, suivant la façon dont on voit les choses, va nous occuper encore pendant quelques mois, voire quelques années. Donc le cadre évolue encore, mais on en a beaucoup parlé ce matin, ça fait débat, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le discours autour de l'industrie, parmi nos décideurs, notamment nos décideurs politiques, a changé. On n'est plus dans ce monde où on est dans l'industrie bashing, où l'industrie c'était Émile Zola et toutes les images qu'on peut avoir en tête. L'industrie, je trouve, a retrouvé le cœur des Français, le cœur des pouvoirs publics, et c'est redevenu un sujet central de discussion. Il faut que maintenant, ça devienne un central d'action. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, entre autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, il y a quelques années, chez BPI France, Nicolas Dufour qui avait écrit un livre sur la désindustrialisation, et on s'est dit qu'il fallait qu'on mène un plan d'action global autour de l'industrie, qu'on a appelé le plan industrie, en toute simplicité, et qui s'articule autour de 4 grands axes. Le premier axe, c'est finalement répondre un peu à un certain nombre d'enjeux que je vous ai cités jusqu'à présent. C'est, moi je demande à toutes mes équipes d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de tous les industriels du territoire pour les aider à réfléchir à comment moderniser leur outil, comment se transformer de l'intérieur, comment faire plus, mieux, comment mieux acheter, et finalement comment financer ces grands mouvements de modernisation de l'outil. Ça passe par l'automatisation, la robotisation, on en parlait là aussi, qui n'est pas encore assez présente dans nos industries françaises. La digitalisation, bien sûr. Ça passe par l'accroissement de la productivité, par tous les sujets de relocalisation. Voilà, ça c'est un des grands piliers de notre action, c'est faire du porte-à-porte de masse, aller voir toutes les boîtes et discuter des grands enjeux de la modernisation de l'outil industriel. Le deuxième enjeu, c'est stimuler l'innovation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'innove pas encore assez dans nos industries. Donc ce qu'on a demandé, ce que j'ai demandé à mes chargés d'affaires innovation, puisque j'ai la chance d'avoir des chargés d'affaires ingénieurs dans mes équipes, c'est tous là aussi d'aller à la rencontre des industriels pour leur parler innovation, pour leur parler R&D, pour voir comment ils abordent ce sujet. Et si ce n'est pas le cas, comment on les y aide, comment on l'aide à y réfléchir, comment on aide à financer ça de manière la moins coûteuse possible, pour pouvoir créer les produits, les process, la valeur de demain qui fera notre différence. Ça, c'est auprès des PME et des ETI, puis on a tout un plan d'action auprès des startups. De plus en plus de startups industrielles naissent tous les jours.
Nous, on s'est donné comme objectif de faire pousser 100 nouveaux objets industriels par an, ce qui est un objectif assez ambitieux. Mais on en a les moyens. On a aujourd'hui 3500 startups industrielles en France qu'on accompagne. Les enjeux sont complexes parce qu'ils nécessitent beaucoup de capex, beaucoup d'investissements, beaucoup de fonds propres, avec des notions de risque très élevées. Mais notre job chez BPI France, c'est d'essayer aussi d'être un peu le concentrateur de tous les intervenants autour de ces entreprises pour les faire émerger, et puis pour faire en sorte qu'on ait des gigafactories, pour faire en sorte qu'on ait des grands outils industriels novateurs qui feront, on l'espère, pour certains d'entre eux, une des réussites de demain de la France. Le troisième axe, c'est, j'en ai dit un mot, c'est soutenir l'émergence de champions internationaux et donc miser sur l'export. Il faut qu'on arrive à bâtir ensemble les Airbus du décolletage, les Safran de la micro, les ST micro de la pièce critique. Voilà, c'est quelques exemples que j'ai en tête, que vous connaissez bien. Et il faut qu'on arrive à faire ça dans nos territoires. Et pour ça, il faut qu'on pousse à l'export le plus possible. Je l'ai dit, c'est une des composantes d'une entreprise qui performe. Et il faut qu'on le fasse ça auprès de nos clients pour sécuriser, financer leurs investissements et les accompagner dans ce développement, dont on sait par nature qu'il est risqué et par nature qu'il faut être accompagné pour y arriver. Et puis le quatrième axe, je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en ai parlé, c'est tout ce qui tourne autour des enjeux du climat et de la transformation de notre outil industriel, le verdissement de notre outil industriel. Je n'y reviens pas, je vous en ai dit déjà un mot. Voilà, ce plan industrie, pour nous, c'est un porte-à-porte de masse, on le vit dans notre chair. Croyez que BPI France, vous voyez, j'ai le coq bleu, on anime ce qu'on appelle la French Fab, ce mouvement de fierté collective autour de l'industrie, qui rassemble de plus en plus d'industriels chaque mois qui passe, qu'on rassemble à Big, qu'on rassemble à un certain nombre de nos événements. On est très très fiers de ce mouvement. Soyez-le aussi, parce que c'est aussi l'étendard de la France, de vos régions, qui sont représentées, qui sont symbolisées. En tout cas, nous, on vit ça avec beaucoup de conviction, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de lucidité aussi. On sait que ça va être long, on sait que ça va être dur, on sait qu'il y aura beaucoup de vents contraires. On sait que les médias diffusent tous les jours tout ce qui ne va pas bien dans notre pays, notamment industriel. Voilà, donc on ne va pas s'arrêter à ça. On ne va pas s'arrêter à regarder l'arbre qui tombe, on va plutôt s'intéresser à tous les petits arbres qui poussent derrière. Et nous, notre job, c'est d'essayer, en toute modestie, encore une fois, d'accompagner ça. Mais c'est une modestie pour laquelle on se donne quand même pas mal de moyens. Le plan industrie, c'est 35 milliards d'euros qu'on affiche et qu'on va injecter dans le secteur industriel dans les 4 ans qui viennent. C'est 8 milliards d'euros l'année dernière. C'est près de 12 000 industriels qu'on a accompagnés. C'est 20 000 missions conseils qu'on va pousser partout chez les industriels pour accompagner tous les enjeux de Lean, tous les enjeux climatiques, tous les enjeux de gestion de la performance. C'est au global une ambition qu'on s'est donnée, qu'on a redescendu dans tous les territoires, de faire plus 10% de bénéficiaires industriels en plus chaque année. Et tout cela, bien sûr, parce qu'on est un établissement de place, on ne travaille pas seul. Tout ça, on le fait en lien étroit avec les décideurs politiques, les décideurs publics, avec les régions, avec les acteurs bancaires, avec tous ceux qui, de près ou de loin, ont envie de sauver ou d'accompagner l'industrie. Voilà, donc ce plan, ce n'est pas un slogan. Et si vous connaissez un peu Nicolas, vous savez que ce n'est pas un homme de slogan, c'est un homme d'action. C'est un outil, c'est votre outil, donc utilisez-le. Venez nous solliciter, challengez-nous. On sera ravis d'y répondre. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je conclurai simplement en disant que le décolletage, c'est un secteur stratégique. C'est un secteur résilient. C'est un secteur qui, depuis un siècle, porte une partie de la France industrielle. Le pays, on peut le dire, a besoin de vous, a besoin de notre énergie. Vous avez besoin d'être accompagné. Beaucoup d'acteurs sont là pour le faire. En tout cas, nous, BPI France, on est là pour être à vos côtés. Et ensemble, écoutez, on va essayer d'écrire la prochaine décennie du décolletage. On va essayer de le faire de façon optimiste, de voir le côté rempli, côté à moitié vert, à moitié plein du verre, pardon, pour essayer d'embrasser ça de manière la plus courageuse et la plus optimiste possible. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous souhaite un super salon, un formidable Cimodec 2026.
Vous pouvez encore applaudir un petit peu, hein. Merci Eric. Merci pour ton discours à la fois clair, engagé et inspirant. En tant que premier vice-président de Roche Expo, on te remercie de venir en plus inaugurer ce salon, ce très beau salon du Cimodec. Et je crois que j'ai vu le président qui était caché là-bas, qui est arrivé, Philippe Vachou. On peut l'applaudir, hein. Il a fait de la radio ce matin. Voilà. Enchanté, soyez bienvenus. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Oui, simplement, je souhaitais la bienvenue à M. Verset, qui a l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Je crois que le BPI, c'est un partenaire régulier et apprécié dans l'industrie, dans les petites TPE et PME. Je crois qu'on a bien besoin de vous et je crois que vous nous le rendez bien, notamment avec la conférence que vous venez de faire. Voilà, je ne vais pas être plus long. Il y a l'inauguration qui va se préparer. Et puis merci à vous de vous être déplacés et présents à cette conférence. Alors, on va vous accompagner à l'inauguration, à l'entrée. On va remonter au hall, le premier hall, tout en haut, le B1. Voilà. Merci à tous.